Salam alaikum mazzoul fillaoun, bonjour. Les 3 coups de brigadier viennent de résonner sur le plancher de la scène politique. Levée de rideau donc sur la première pièce du premier acte politique qui se soit joué sur une scène confisquée par les forgerons de l'histoire qui savent si bien tordre à leur convenance les aspirations des peuples et qui voudraient bien étouffer dans l'œuf, encore une fois, cette initiative naissante. Premier balbutiement donc d'un nouveau-né politique, un acte, un vrai, un produit d'une gestation laborieuse et qui a failli avorter 1001 fois. Des gens d'horizons politiques différents, parfois divergents, hier encore violemment opposés, se sont assis autour d'une même table et ils ont regardé vers une même direction, du côté d'où se lève l'aube, celle de demain. C'est la première fois dans ce malheureux pays qu'une vraie initiative a pu être inspirée de gens réellement engagés pour le meilleur, mis en branle par eux de façon libre contre la volonté de la mafiocratie régnante. Des gens qui se revendiquent d'une vraie opposition au régime, déterminés à instaurer un état de droit envers et contre des vents mauvais dans une lutte très inégale entre de vrais gens et une terrifiante machinerie où la scélératesse n'a d'égal que le zèle mortifère de ses nervis. Mais tout n'est pas joué, car les objectifs de ces personnalités, de ces forces naissantes ou de ces forces latentes, par la force des choses, ne visent rien de moins que de bouter le régime hors du jeu politique, même si cela n'est pas dit en de tels termes, pour ne pas brusquer la bête, pour ne pas réveiller les démons assoupis de la brutalité et de la violence. La transition visée n'est rien d'autre que de préparer un changement en douceur, mais un changement tout de même, pour aller vers un état de droit. Donc, dans un état sans les mafieux qui ont fait main basse sur toutes ces institutions. Il ne faudra donc pas se leurrer. Les vrais maîtres du jeu, ceux qui sont tapis à l'ombre du pouvoir, mais qui n'en contrôlent pas moins tous les rouages, n'accepteront pas de se laisser bouter hors de ce qu'ils considèrent comme la propriété, les brisées de leurs maîtres dont ils ne sont que les gardes-chasse, les métayers dociles qui ne s'en servent pas moins sur la bête dans une curée hurlante. Dans un passé encore récent, qui continue de palpiter de douleur, ils n'ont pas hésité à lancer la mort et la dévastation contre ceux qui avaient menacé de leur ravir le pouvoir. Leur suzerain, cette puissance étrangère qui les avait couverts, qui avait étouffé les cris des suppliciés, qui avait fait d'eux les sauveurs de la République contre les hordes islamistes, est aujourd'hui là. Elle est encore là, aux commandes, encore plus qu'elle ne l'a jamais été, au point où elle est parvenue à imposer l'élection d'un impotent à la tête du pays dans une parodie d'élection. Cette puissance étrangère n'est pas prête à envisager des changements qui pourraient déranger ses petits et grands projets pour toute la région. Ce n'est pas pour rien que Hamroche a appelé l'armée à jouer le rôle crucial que l'histoire lui a désormais dévolu. Commencer par chasser les chefs de l'armée qui ont le doigt sur la couture du pantalon, garde à vous, face à cette puissance et qui font montre à son endroit d'une obéissance zélée pour des raisons de vil chantage. Il faudra donc s'attendre à une réaction du régime contre cette heureuse initiative. Des conflits d'ego vont surgir, s'envenimer, se répandre sur la place publique. À Dieu ne plaise de toute façon. Mais tout sera entrepris par le régime pour semer la discorde entre les fondateurs de cette belle équipée politique. La meute sera lâchée et de la même manière qu'elle a tué
un tel événement sans y faire la moindre allusion, elle se répandra en calomnie aboyeuse quand le sifflet du maître retentira. Aujourd'hui, nous vous proposons les titres suivants. Al-Watan, émotion et espoir à Mazafran. Liberté. La conférence nationale sur la transition s'est tenue hier à Zeralda. Paris réussi pour l'opposition. Et enfin, Algérie Focus. Algérie, les démocrates laïcs et islamistes algériens ont-ils enterré la hache de guerre? Je souligne, les démocrates, Algérie Focus a parlé de démocrates de deux partis. Alors, aujourd'hui, avec nous, pour parler de ces promesses d'aurore démocratique, le docteur Sofiane Gilali, président de Gil Jadid et membre fondateur de la conférence pour la transition démocratique. Ahmed Denegeuch, cadre du RCD, secrétaire national aux relations internationales et aux institutions. Badreddine Gerfa, cadre du FIS. Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Focus. Hassan Farhati, frère de disparus et représentant de SOS disparus. Sofiane Gilali, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire, que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs qui attendent de vous donc que vous leur apportiez la bonne nouvelle? Apporter la bonne nouvelle, vous savez, c'est pas toujours Noël pour ceux qui pensent que le Père Noël peut apporter quelque chose. Non, soyons très sérieux. La situation du pays est très grave et une conscience s'est mise en œuvre. Vous savez, au-delà des partis politiques, vous avez toute la classe intellectuelle, les journalistes, les universitaires, mais également des hommes de presse qui ont soutenu cette initiative. Je vous rappelle que des journaux que vous avez cités, sans aucun intérêt, au contraire mettant en risque leurs propres intérêts, ont parlé en bien de cette initiative, l'ont soutenue en quelque sorte, lui ont apporté le souffle dont elle avait besoin. Et c'est un signe très positif. Et au-delà de ces journaux qui sont ici en Algérie, votre propre chaîne a joué un très grand rôle dans la prise de conscience. Et c'est pour ça que l'occasion qui m'est donnée, je veux réaffirmer combien vous avez été utile pour cette action. Ça nous a permis de renouer les fils entre les gens qui ne se parlaient plus, qui se tournaient le dos, mais qui aujourd'hui s'assoient autour d'une même table. Globalement, Sofiane Gilali, avant d'entrer dans certains détails, vous pensez que ça s'est bien passé, que c'est prometteur, que nous pouvons espérer que demain sera encore meilleur qu'il n'a été hier? Parfaitement. La réunion d'hier a été un succès indéniable. Toute la presse en a parlé. C'est quand même... c'était un moment historique, beaucoup l'ont dit, répété. Je pense que c'est fondateur de quelque chose. Maintenant, après avoir réussi ce premier pas qui était beaucoup plus de l'ordre de la symbolique, qui était un choc psychologique qui a réveillé un peu les consciences, maintenant il reste tout à faire. C'est-à-dire, il faut qu'on soit heureux, qu'on se congratule pour cette réussite, mais il faut qu'on sur terre et qu'on se dise que tout le chemin est encore à faire. Parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le pouvoir ne va pas rester les mains croisées, il va tout faire pour essayer de faire exploser la coordination des partis. Il va bien sûr essayer de manœuvrer pour nous empêcher d'aller de l'avant. Donc ça, c'est un ennemi qui est, disons, objectif. Mais aussi, il y a toutes les autres difficultés qui sont naturelles. Les anciens du FIS qui se retrouvent avec d'anciens militaires à la retraite ou d'anciens partis politiques qui étaient absolument dans le sens inverse. C'est pas facile de revenir avec toute la raison, avec tout le cœur, avec toute la volonté, mais il y a des difficultés objectives à surmonter.
Symboliquement et psychologiquement, nous avons réussi ce tour de force. Maintenant, il faut aller plus loin. Et il faut pouvoir apaiser les âmes, trouver une sérénité, proposer aux Algériens une issue vers l'avenir et ne pas retourner vers le passé. Il ne faut surtout pas remettre sur la table les anciens dossiers, même si pour certains sont tout à fait légitimes. Mais nous avons besoin, en tant qu'opposition, de travailler sur l'avenir et laissons le passé pour un peu plus tard, pour résoudre et cicatriser. Restez avec nous, docteur. Ahmed Denegheouch, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur... Merci, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous vos invités. Merci. Et les téléspectateurs. Merci nous avoir invités à ce plateau. Et c'est tout naturel. C'est tout naturel. Voilà. Merci. Dites-moi, Monsieur Denegheouch, qu'est-ce que ça vous a fait qu'un parti comme le RCD se soit assis autour de la même table que des leaders du FIS, des représentants du FIS? Je pense que le problème n'est pas à ce niveau-là. La démarche du RCD est une démarche naturelle. Il y a des dossiers qui ont été posés, il y a des propositions qui ont été faites, il y a eu des initiatives au préalable. Le RCD a toujours cherché à converger les forces politiques dans le pays pour permettre une véritable alternative. La question du FIS n'est pas posée en termes de présence du FIS ou de personnalité, mais la conférence avait pour but de réunir tous les intervenants, tous les acteurs politiques, sans exclusif. Non, mais Monsieur Denegheouch, les représentants du FIS ont bien précisé qu'ils étaient là en tant que représentants du FIS. Et il semble que toutes les personnalités et les partis en présence n'ont pas vu d'inconvénient à cette attitude politique. Et pour beaucoup de gens, ça a été très positif. Encore plus pour le RCD qui, à un certain moment, était en quelque sorte l'avant-garde de l'éradication. Que de chemin parcouru depuis ces années de sang et de violence. Si on doit revenir à l'origine, le RCD a, par le biais de son président, Dr Saadi, le jour des résultats, avait annoncé dans la radio qu'il saluait la victoire s'il n'y avait pas de fraude. Et le RCD n'a pas dénoncé en fait le passage du FIS, mais le RCD s'est positionné par rapport aux événements qui ont succédé cette élection. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Dites-moi, Monsieur Denegheouch, la sortie un peu surprenante du docteur Saïd Saadi en pleine conférence pendant le discours de Bounflis. Vous avez une information sur cette sortie? Bon, ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que docteur Saadi était présent lors de l'ouverture de la conférence. Il a assisté aux interventions des différents chefs de partis de la coordination et des interventions des anciens chefs du gouvernement. Maintenant, sa sortie relève de ses positions personnelles et c'est à lui de se prononcer sur cela. Nous ne manquerons pas de lui poser la question. Toujours est-il que, personnellement, je n'ai pas vu Dr Saadi depuis hier, donc je n'ai pas d'éléments à vous donner. Je sais aussi que d'autres intervenants, d'autres participants ont quitté M. Bounflis et d'autres ont quitté avant la clôture de la conférence. D'accord. Merci. Restez avec nous, Ahmed Denegheouch. Badreddine Guerva, merci d'avoir répondu à notre invitation. Salam alaikum. Alaikum salam. Monsieur Guerva, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire votre réaction
j'allais dire, à la violence déclarée qui a empêché Ali Belhaj de se rendre à la conférence. C'est une foule de policiers, de voitures, paraît-il même motorisées, de voitures, de police, de centaines de gens, paraît-il. Et puis M. Ali Belhaj est retourné chez lui et il a refusé enfin, il n'a pas voulu compromettre la suite des événements en se rendant simplement à cette conférence. Il a préféré retourner chez lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Salam alaikum. Wa alaikum salam. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je suis d'abord heureux de voir les Algériens se retrouver, se parler, quelle que soit leur tendance politique. J'ai une photo devant moi sur Facebook où je vois un membre du FIS, M. Ali Djibdi, et Saïd Saadi se congratuler avec le sourire. C'est vraiment un espoir qui renaît pour les Algériens. Je crois que la voie est tracée pour tous les Algériens. Bon, pour ce qui concerne M. Ali Belhaj, le vice-président du FIS, je crois qu'encore une fois, Ali Belhaj, malgré toutes les vicissitudes, malgré tout ce que fait le pouvoir pour l'empêcher de s'exprimer devant les Algériens et avec les Algériens, il prend il prend la responsabilité. C'est une responsabilité envers le peuple algérien, envers la coordination, envers tous ces partis, toutes ces personnalités politiques, pour ne pas favoriser l'échec de cette journée mémorable. Je crois qu'il a pris une décision très responsable, où je peux dire aujourd'hui devant tous les Algériens que symboliquement le FIS est prêt à tous les sacrifices amers pour que l'Algérie sorte de la crise où elle est maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire par prêt à tous les sacrifices amers, plus précisément? Tout ce qu'on peut imaginer comme sacrifice pour que l'Algérie sorte de cette crise dont a été responsable ce pouvoir en 92, le FIS est prêt à parler, à trouver des solutions, à négocier avec tous les Algériens, avec tous les partis, toutes tendances confondues, pour qu'on puisse établir un état de droit, un état où la jeunesse algérienne puisse trouver un chemin pour le progrès, pour bâtir un état moderne, civil, et que pour les partis, en fin de compte, puissent présenter leur projet politique aux Algériens qui sera souverain dans ses choix. Restez avec nous, Badreddine Guerfa. Docteur Sofiane Djilali, est-ce que vous pourriez nous faire une petite explication de texte sur ce que vous entendez par transition? Le FIS, par exemple, propose carrément une assemblée constituante et une période de transition de 30 mois. Ça veut dire que c'est vraiment très précis. Mais vous-même, comment voyez-vous cette transition et quelles en seront les modalités, par exemple, de désignation des gens qui devront assurer cette transition, de la façon dont elle devra être assurée, des institutions qui devront être mises en place, etc. Oui, je comprends très bien votre question, d'autant plus que la conférence nationale porte le nom justement de Conférence pour les libertés et la transition démocratique. En fait, l'intitulé fait référence plus à cette transformation du pays d'un état de non-droit vers un état de droit, d'un état non démocratique vers un état démocratique. Cependant, pour se dérouler les événements dans cette phase intermédiaire, nous n'avons pas voulu trop nous étaler. Vous avez lu dans la plateforme qui a présenté un peu les mécanismes de cette transition-là. Nous pensions dès le départ que la première conférence sera suivie d'une autre. Autant la première a été initiée et prise en charge par la coordination des partis, autant la suivante devra être l'émanation d'un travail où tout le monde participera. Donc forcément, on ne voulait pas mettre en place ni un calendrier, ni des mécanismes très précis pour pouvoir en discuter au préalable avec tout le monde.
Maintenant, la coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique va devoir engager de nouveau un dialogue et une discussion avec un grand nombre des partenaires qui étaient présents hier à la conférence. Et avec eux, ensemble, on devra bâtir ou construire un nouveau cadre, une superstructure qui réunira autant la coordination que les différents groupes, pôles et autres de partis politiques. Ça veut dire, si j'ai bien compris, docteur, vous voulez accorder les violons de tout le monde avant d'entamer la partition proprement dite. Ça veut dire pour vous... C'est ça, parce que la transition n'est pas de notre choix au niveau de la coordination. Nous avons conscience que nous sommes peut-être un élément accélérateur de ce mouvement de convergence de toute l'opposition. Les 6 parties prenantes qui ont agi à l'intérieur de la coordination ont conscience que nous sommes insuffisants en nombre et en force par rapport à ce que peut représenter l'ensemble de l'opposition. Et donc nous voulons travailler avec tout le monde, sans exclusion, définir cet avenir-là avec tout le monde. Ça ne nous appartient pas en tant que coordination, ça doit appartenir à l'ensemble de l'opposition. Voilà pourquoi on n'est pas rentré dans certains détails qu'on a laissé plutôt sur la table pour qu'on puisse en parler fraternellement avec tous les autres. Restez avec nous, docteur. Alors, Abdou Semmar, rédacteur en chef d'Algérie Focus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir invités. Merci. Alors, Abdou Semmar, le FIS préconise une période de transition. Il va même jusqu'à certains détails. Ça veut dire 30 mois. Ça veut dire, c'est dire qu'il a déjà pensé la transition. Il parle même d'aller vers un congrès national de redressement, d'aller vers une commission vérité et justice. Concernant la transition en elle-même, elle suppose des institutions, elle suppose un mode de désignation de ces structures qui seront chargées d'assurer la transition, etc. Et Sofiane Djilali pense quant à lui qu'il est trop tôt pour parler de détails techniques concernant une vraie transition, qu'il faut plutôt créer l'ambiance d'abord d'une phase transitionnelle et laisser par la suite tout le peuple algérien, tous les acteurs possibles et imaginables intervenir pour définir les contours d'une transition sur un plan technique. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Et que pensez-vous de cette conférence d'une manière générale? Écoutez, je l'ai déjà écrit dès l'annonce de la victoire annoncée, très attendue de Bouteflika. Moi, j'ai toujours dit que ce quatrième mandat est une bénédiction inespérée pour l'opposition algérienne. C'est qu'ils ont eu le contexte, tous les opposants algériens, s'ils étaient vraiment sérieux, ils ont eu enfin le contexte idéal pour pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que le pays était prédisposé à ce qu'il y ait une opposition qui doit se construire. Parce que plus grave qu'une situation politique pareille, il n'y en aura plus certainement dans l'histoire de l'Algérie. Sauf si on va aller dans des cercles, dans des spirales encore plus dangereuses que les années précédentes, ce qui est très peu probable. Maintenant, il est clair que réunir autant de forces politiques, réunir à la fois des islamistes, des conservateurs et des démocrates laïcs sous le même chapiteau, c'était déjà une action et un exploit en soi. On ne peut pas le contester. En plus, ça a été organisé sur le territoire algérien avec tous les obstacles que vous pouvez imaginer, les autorisations de la wilaya d'Alger, la surveillance policière, etc. Maintenant, l'opposition, ou toute opposition, que ce soit en Algérie ou dans un autre pays à travers le monde, ne peut pas se contenter d'une simple action de rencontre sous un chapiteau. L'opposition ne se résume pas à cette idée-là, ne se résume pas à cette mesure-là. Il faut absolument qu'il y ait un contenu. Je comprends parfaitement M. Sofiane Djilali, qui lui, sur le terrain, et qui s'inscrit dans une optique où il faut une ambiance, il faut une osmose, il faut des synergies, etc. Mais il ne faut pas non plus, il faut absolument qu'il y ait aussi des échéances, parce que les Algériens, c'est une société jeune. Qui dit une société jeune, dit une société impatiente, assoiffée de changement. On voit les mouvements de contestation qu'il y a dans la rue, on voit bien les mouvements d'émeute, etc. On voit bien cette soif de liberté. Pour épancher cette soif de liberté, il faut un contenu concret. Beaucoup plus, je dirais, plus qu'un contenu concret. Il faut une occupation du terrain politique. Aujourd'hui, il est temps que nos opposants qui se sont rencontrés hier se concertent pour qu'ils
pour trouver un renouvellement de l'action politique. L'action politique ne peut pas aujourd'hui se résumer oui, mais monsieur Semmar, Abdou Semmar, excusez-moi, Abdou Semmar, vous m'entendez, Abdou Semmar? Allô, vous m'entendez? Je vous entends toujours. Alors, je n'en disconviens pas, mais il faut bien un début. Un contenu ne va pas pleuvoir en un bloc du ciel. On va vers ce contenu dont vous parlez en le faisant jour après jour. Le contenu est une avancée progressive vers quelque chose. Sinon, de quel contenu parlez-vous? Eux, ils parlent de transition, ils parlent de changement, ils appellent l'armée à intervenir, certains intervenants du moins. Ils parlent de comité vérité et justice, certains parlent de ne pas trop revenir sur le passé, mais de commencer à construire l'avenir. Soufiane Djillali à l'instant parlait d'un état de droit. Si ce n'est pas ce contenu-là, quel est donc ce contenu dont vous parlez? En fait, ça c'est des notions dont on parle en ce moment. Une période de transition, c'est assez vague. Comment doit être décidé? Un état de droit, c'est aussi un idéal. Là, on a des idéaux. Après tout, ce n'est pas aux politiques de décider ce qu'il faut en Algérie, ce sont aux Algériens. C'est-à-dire, il faudrait peut-être plus intéressant, le travail politique est plus intéressant, comme il est fait dans certains pays en Amérique latine, ou dans certains pays en arabe qui sont en émancipation, c'est de porter ces notions-là sur la place publique. C'est de partir à la rencontre de l'Algérie profonde, dans les places publiques, faire des meetings, faire des manifestations populaires, faire des rassemblements, aller parler aux Algériens et leur proposer là. C'est-à-dire, comment vous voyez-vous cet état de droit? Comment vous voyez-vous cette transition? Qu'est-ce que vous avez, vous, les étudiants, les universitaires, les chômeurs, à nous proposer? Il faut une série de consultations qui passent par une série d'actions politiques. C'est-à-dire, ces idées-là qui sont un peu larges et vagues, pour qu'elles puissent prendre forme, il faut qu'il y ait un processus politique qui doit être sur le terrain. Alors, on va laisser... Cette coordination va faire des actions sur le terrain. On va laisser Soufiane Djillali, puis M. Denegeuch vous répondre l'un après l'autre. Soufiane Djillali. Avec M. Semmar qui défend avec talent l'idée qu'il faut très rapidement aller vers la population et que les jeunes sont en attente et qu'ils ne peuvent pas rester comme ça trop longtemps. Je comprends parfaitement ces considérations et elles ne sont pas exclusives de ce que je disais. Le processus maintenant est très délicat, très fragile et vous savez qu'il y a des forces à contre-courant qui peuvent à tout moment faire exploser cette initiative. Donc, il s'agit de faire pas à pas, de façon sûre, mais de le faire rapidement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la coordination va se réunir très bientôt, qu'on va relancer très vite la mise en application des résolutions prises hier, entrer en contact avec l'ensemble des partenaires et avec eux très rapidement s'entendre sur les à proposer pour cette transition. Et ensuite, dès le mois de juillet d'ailleurs, durant le mois de Ramadan, mais peut-être aussi juste après, on entamera le travail sur le terrain. On va aller vers les populations, vers l'intérieur du pays. Il y aura des meetings, il y aura des conférences et il y a ce contact direct avec la population qui est absolument primordial. Et il ne s'agit pas de construire dans les salons, concevoir un état de droit, mais il s'agit d'entraîner la population dans ce choix. C'est aux Algériens de choisir exactement ce qu'ils veulent et nous ne sommes pas là pour faire au préalable des recettes, mais au contraire, juste encadrer cette volonté populaire, aller vers eux, reprendre langue, recréer un lien de confiance, rétablir ce dialogue à l'intérieur de la société également. C'est à ce moment-là que ce climat psychologique dont vous parliez tout à l'heure, c'est cette ambiance sera là et ça c'est pour les tout prochaines semaines, les tout prochains mois. Il ne s'agit pas de travailler pour dans quelques années, non, pas du tout, mais c'est juste une méthode de travail. Donc on se rejoint parfaitement avec M. Semmar qu'il faut faire vite ce travail, déblayer le terrain, renouer la confiance et construire quelque chose ensemble qui appartient à tout le monde. Monsieur Ahmed Denegeuch, Monsieur Denegeuch, Ahmed Denegeuch, sur le travail qui a été fait. Il ne s'agit pas de réunir des gens sous un chapiteau. Pour arriver à justement rassembler
tout ce beau monde, c'est pas venu comme ça, c'est pas un appel. Il y a eu un travail au préalable, il y a eu des contacts au préalable. Nous nous sommes entendus sur un diagnostic qui a été partagé par l'ensemble de l'opposition et même de certains segments à l'intérieur du système. Donc, ce travail a été fait d'abord par casser tout ce que le pouvoir a utilisé depuis l'indépendance à ce jour, cette légitimité historique, et surfer sur la division des uns et des autres. Nous avons cassé cette bipolarisation islamiste, laïque, etc. Donc, c'est un travail qui a été fait. Nous avons fait des démonstrations. Le RCD a organisé des marches du 15 avril. Il y a eu quand même une marche qui a été importante au niveau de certaines villes. Dans d'autres villes, elle a été interdite. Nous avons fait un meeting à la Salle Haja pour appeler au boycott. Donc, il y a eu un travail. Il y a eu une commission politique qui a été installée et dont je faisais partie, donc, qui a travaillé, qui a produit un document, qui est la plateforme ou le projet de plateforme. Nous avons parlé des mécanismes pour une transition démocratique. Nous avons parlé du gouvernement de transition démocratique consensuelle. Nous avons parlé de l'autorité indépendante et permanente pour l'organisation des gestions des élections, c'est-à-dire enlever au ministère de l'Intérieur. Nous avons réfléchi sur tout ce que le pouvoir a utilisé jusqu'à ce jour comme fraude électorale pour se maintenir ou coopter la clientèle au pouvoir. Nous avons travaillé sur justement les blocages qui se faisaient d'une manière horizontale entre justement les différents partis d'opposition. Donc, ce n'est pas tombé du ciel. C'est pas comme ça, c'est pas un chapiteau, un jour on se retrouve et tout ça. Donc, l'ensemble des participants lors de la conférence nationale ont partagé tous le diagnostic. Sur les mécanismes, oui. Il y a des propositions. Nous avons pondu des recommandations. Il va y avoir donc des contacts avec les autres participants pour réfléchir justement sur... Mais toujours est-il que le but, c'est aller vers des rapports de force, c'est-à-dire créer et proposer, faire une autre politique pour une véritable alternative. C'est ça qui est important à retenir. Quand vous parlez de rapport de force, qu'entendez-vous au juste par là? Rapport de force pour aller un jour dialoguer. Il faut bien qu'on arrive à dialoguer avec le pouvoir. Mais il ne faut surtout pas, à mon sens, aller maintenant. Le travail doit se poursuivre. Les objectifs ont été déterminés, les mécanismes ont été avancés, le diagnostic a été posé. Maintenant, il s'agit de continuer. C'est pour cela qu'il y aura d'autres conférences, des conférences régionales, des conférences thématiques qui vont être programmées dans l'avenir. C'est une conférence nationale d'ouverture. Et vous ne pensez pas que le pouvoir va vous mettre des bâtons dans les roues? Et quels bâtons? Il est dans son rôle. Le pouvoir a toujours fonctionné de la sorte. Il a toujours segmenté la société, utilisé l'argent de la rente, utilisé la police pour faire taire les contestations ou les marches. Bon, le pouvoir, il est dans son rôle. À nous d'être maîtres de notre agenda. Restez avec nous, Ahmed Dengueouch. Badreddine Guerfa, Abdou Semmar, rédacteur en chef d'Algérie Focus, semble avoir apprécié donc l'initiative, comme tout le monde, mais il dit qu'il manque du contenu, de la réalité, du vrai, que vous avez, je présume que vous avez entendu son intervention. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Non, je ne sais pas que je vais lui répondre, mais je comprends son cri de cœur. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas aller trop lentement, il ne faut pas aller trop rapidement. C'est pour ça que je dis, je suis d'accord avec ce que dit M. Soufiane Djilali. Le problème n'est pas facile, il y a trop de blessures.
Algérie, nous sommes dans une région, au point de vue géopolitique, qui est en effervescence. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, mais dans tous les cas, il faut être très volontaire, il faut avoir une volonté exemplaire, et je salue au passage cette volonté de la coordination d'aller au plus vite, avec des pas sûrs, faire une solution négociée pour trouver une issue à l'Algérie. Mais dans tous les cas, il faut aller vers le peuple algérien, en particulier vers la jeunesse algérienne qui a perdu espoir. Il faut provoquer la discussion et le dialogue, soit avec des conférences ou des manifestations avec les étudiants algériens. L'université algérienne, tout le monde le sait maintenant, et elle marche au ralenti. Il faut réveiller cette machine, la machine de l'université. Il faut remettre le débat à l'université. Il faut remettre la femme algérienne dans les débats, dans les choix politiques et sociaux de l'Algérie. Je crois qu'il faut aller sur le terrain avec une feuille de route claire, avec des dates claires, tout en faisant attention à tous les bâtons que puisse y mettre dans les roues ce pouvoir qui ne cherche pas de solution pour les Algériens. Et j'entends M. Sellel, le Premier ministre, dire que le fils ne reviendra plus. Il veut remettre le débat dans le faux chemin, la dualité fils-pouvoir. Je dirais au pouvoir que le débat maintenant est une dualité entre le peuple algérien, la jeunesse algérienne, la femme algérienne avec ce pouvoir, et malgré ça, nous tendons la main à ce pouvoir pour trouver une solution négociée, et tous les exemples dans les transitions démocratiques, soit en Amérique du Sud, au Portugal, en Espagne, se font ensemble entre les forces de changement et le pouvoir. Abdou Sammar, personne ne disconviendra que Hamrouche est un produit pur de haine du régime. Écoutez cette phrase qu'il a dite. Parlons de cette conférence. Il a dit, je le cite, « C'est l'acte de naissance du pluralisme politique. L'ancien a été un pluralisme tapageur. » C'est dit par Hamrouche. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Mouloud Hamrouche, mais Mouloud Hamrouche n'est pas le Coran, c'est pas la Bible non plus. Et nous on veut sortir de la sacralisation d'un régime. Non, Abdou Sammar. Par la sacralisation Abdou Sammar, un ancien, un fils de ce système. Abdou Sammar, ne me faites pas dire, s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'un pur produit. J'interprète, je ne dis pas, c'est-à-dire, je ne vous fais pas dire, mais. J'ai dit qu'un pur produit du régime, s'il vous plaît, j'ai dit qu'un pur produit du régime a dit de ce régime ce qu'il a dit. C'est qu'on s'explique bien. Pardon, je vous en prie. Et si vous voulez, il y a certainement une part de vérité dans ce qu'il a dit, sauf que aujourd'hui, nous sommes dans l'Algérie de 2014. L'Algérie de 2014 n'a rien à voir avec l'Algérie de 1990. L'Algérie de 2014, c'est une Algérie qui est encore beaucoup plus jeune. C'est une Algérie qui fait face à un monde qui est en mutation. Les Algériens regardent ce qui se passe en Libye, ils regardent ce qui se passe en Tunisie, ils regardent ce qui se passe en Amérique latine ou en Europe. Les Algériens d'aujourd'hui ont besoin de solutions. Ils n'ont pas besoin de slogans, tapageurs, pas tapageurs. Aujourd'hui, les jeunes Algériens veulent avoir des solutions, des plans de sortie de crise, leur dire voilà comment on peut lutter contre la corruption, comment se fait-il. Je vous donne un exemple. Sellel avant-hier, il a dit qu'il y a plus de 250 000 logements sociaux qui doivent être distribués, mais 15% d'entre eux ne seront distribués parce qu'il y a des problèmes d'administration. Donc les Algériens aimeraient bien que leur élite politique leur dise comment ça se fait que la bureaucratie en 2014 empêche la distribution d'un grand nombre de logements sociaux. Quand le fils du Wali d'Alger, par exemple, prend un logement à la place d'un simple Zawali, d'un simple demandeur d'emploi, on aimerait bien savoir comment notre élite politique pourrait proposer des solutions contre ce genre de fléau. Oui, vous savez, donc, il est temps qu'en 2014, qu'on sorte des slogans et qu'on propose des solutions avec des plans, avec des modes d'emploi très concrets et très interactifs. Donc il faudrait aller à la rencontre de ces gens-là et identifier. On a des besoins, si vous voulez, des besoins des Algériens en termes de transition, ils sont clairs et exprimés. Hein.
d'ailleurs, ils ont été exprimés pendant l'élection présidentielle, où il y a eu quand même quelques collectifs de citoyens qui ont essayé de sortir dans la rue, etc. Fin de la corruption, fin d'une élite politique complètement vieillissante, diversification d'économie, accès et répartition des richesses nationales, une justice réellement indépendante et efficiente. Donc on attend de notre élite politique des propositions dans ce sens-là. Et pardonnez-moi, quand M. Mouloud Hamrouch, moi, pendant l'élection présidentielle, vient me dire il faut aller voir l'armée, il faut aller voir Gaïd Saleh, je trouve qu'il n'est pas du rôle d'un politicien aussi futé que lui d'aller nous dire allez voir avec l'armée. Quand même, il serait peut-être intéressant de produire, d'émettre une pensée qui serait plus utile. Restez avec nous. Hassan Farhati est avec nous. Merci, si Hassan, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette conférence, vous, en tant que frère de disparus, en tant que représentant de SOS disparus, et je sais, et je crois savoir que vous avez été nombreux présents à représenter cette communauté maintenant qui n'en finit pas de souffrir et de revendiquer la vérité sur ces chers disparus. Donc, je vous remercie beaucoup, Jamal, de cette invitation, de nous donner l'opportunité de parler de la question du disparu pour plusieurs fois qu'on parle de ce problème-là. Hier, on était invités par nos amis de Gil Jadid, que je remercie beaucoup de passage, parce qu'ils sont en train de faire un grand travail sur maintenant qui sont venus une fois visiter des familles disparues. Je remercie à leur tête M. Gilali Sofiane et des autres. Hier, on était déçus. On était déçus de tous les participants, de tous les intervenants. Il n'y a aucun qui a parlé sur tous les victimes de la décennie noire. J'étais vraiment déçu. C'est comme effacer une histoire. Alors que les victimes n'ont pas le droit à la parole. On s'est inscrit pour parler, alors qu'il y avait des vieilles là de 75 ans, 80 ans qui étaient là dans la salle. Et vous savez qu'ils ne peuvent pas tenir de 1 heure jusqu'à... Ils ont donné la parole à... Hassan Farhati, je vais vous redonner la parole, mais je vais demander à Soufiane Gilali et M. Denegouche de vous répondre. Mais je crois savoir que les représentants du FIS ont parlé de comité vérité et justice. Ça veut dire c'est tout un programme. Hein, mais laissons Soufiane Gilali et M. Denegouche vous répondre. Monsieur Soufiane Gilali. Oui, absolument. Je comprends complètement la déception un peu de M. Farhati. Malheureusement, à la fin de séance, il est sorti de la salle lorsque M. Bembitour, qui présidait la séance, l'avait appelé à intervenir. Et il était déjà dehors. Mais il y a eu aussi l'intervention de Aziz, l'un des disparus, qu'elle pleure au moins une fois par semaine sur les trottoirs d'Alger. Elle a eu quand même une formidable tribune. Elle a pu défendre la mémoire de ceux qui étaient disparus et qu'elle réclamait aussi, s'ils étaient en vie, qu'elle puisse, elle et toutes les mamans, revoir leur progéniture. On partage complètement cette douleur, mais il faut comprendre aussi que hier, la conférence, elle était d'abord et avant tout politique, et qu'il a fallu faire de la place pour beaucoup de monde. On avait même craint qu'on soit victime un peu de notre succès, tellement il y avait de monde qui avait besoin de parler. Certains ont pris un temps, mais on les comprend aussi, ils avaient tellement de choses à dire et après tant d'années de silence. Donc ne nous alourdissez pas plus qu'on ne peut porter. Il est évident qu'on peut mieux faire, qu'il y aura d'autres rencontres, que les gens vont modérer aussi la durée de leurs interventions et que cette fois-ci ou cette fois-là, il y aura encore plus d'interventions. Mais M. Farhati, comme tous les autres, ont toute notre sympathie et on ne les oubliera pas. Monsieur Denegouche, que pourriez-vous répondre à M. Farhati qui... je crois que M. Denegouche n'est plus avec nous.
Mais nous l'avons perdu. Nous le remercions en tout cas d'avoir participé à cette émission. Monsieur Farhati, vous avez entendu la réponse de Monsieur Sofiane Djilali? Non, Sofiane Djilali, je le connais très bien, donc je remercie déjà de nous avoir invités, donc c'est un honneur pour lui, pour les autres. Mais quand je vois ce que je voudrais dire, on voit parler sur la bikini noire. Le bikini noir, dans la plateforme qu'ils ont écrit, je ne vois aucun mot sur la commission de vérité et de justice pour reporter des victimes. J'aimerais bien. Mais je sais là ce que vient de déclarer Djilali Sofiane. Inch'Allah, pour la prochaine fois, Inch'Allah, tout le monde va parler. Ce qu'on souhaite, parce que le peuple algérien a soif de parler. Le peuple algérien a vraiment soif de dire ce qu'il pense de ce pouvoir-là. J'espère que, Inch'Allah, il y aura d'autres opportunités pour parler de la question de la disparition ou des victimes du terrorisme. Inch'Allah, ensemble, on trouvera des solutions ensemble. Nous, les victimes, on ne pourra rien faire sans nos partis politiques ou sans la société civile. Merci, Monsieur Farhati, en espérant vous revoir bientôt. Monsieur Badreddine Guerfa. Monsieur Badreddine Guerfa, Oui. vous parliez tout à l'heure. Oui, je suis avec vous. Vous parliez tout à l'heure du retour du fils, du retour éventuel, très probable du fils, même si en fait il est toujours sur la scène, il n'a jamais réellement disparu. Mais comment entrevoyez-vous personnellement le retour du fils? Est-ce que le fils va vraiment revenir? Il faut essayer de nous parler en des termes vraiment clairs, pas de langage politicien. Est-ce que vous pensez que le fils va vraiment revenir? S'il revient, sous quelle forme? Comment? De quelle manière? Comment voyez-vous, vous, le retour du fils? Vous, le cadre du fils? Écoutez, si jamais, avant de parler du fils, je voudrais faire une petite... je voudrais dire un mot sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que le fils est prêt à tous les sacrifices. Quand je dis que le fils est prêt à tous les sacrifices en ce qui concerne le parti, mais pas en ce qui concerne les victimes. Dans les documents distribués par le fils dans cette conférence de la coordination, il est clairement dit que tout doit se faire dans la vérité et la justice et la réconciliation. Ça a été distribué dans le document de 2002 dans le congrès du fils, ça a été redit maintenant, et quand on parle vérité et justice, nous pensons aux victimes de 1963, nous pensons aux victimes d'octobre 88, nous pensons aux victimes du printemps noir de Kabylie et nous pensons aux victimes de 1992. Que l'on soit clair pour ça, personne n'a le droit de dire nous tournons la page du passé. Non, ça doit être fait dans la clarté. Dans la clarté, les Algériens doivent connaître ce qui s'est passé, doivent connaître la vérité, la justice doit être là, et puis il y avoir une réconciliation. Maintenant, pour le fils, j'ai déjà répondu à la même question sur le Maghrébien. Le fils, il est là, mais le problème n'est pas le retour du fils ou le non-retour du fils. Pour le fils, le problème, c'est que l'Algérie retrouve sa voix, que les Algériens retrouvent leur voix, et dans tous les cas, quand on arrivera à le congrès algérien où participera toutes les composantes politiques et sociales et culturelles algériennes, à ce moment-là, on édifiera l'état de droit et d'office, le fils sera là, parce qu'on ne peut pas travailler en Algérie et faire négation d'une grande tranche de la population algérienne. Les Algériens doivent avoir le droit d'avoir leur parti, leurs associations, de militer, et le peuple doit être souverain dans ses choix. Maintenant, le fils, bien entendu, après 20 ans, certainement, il y a des mutations dans son discours, dans son programme, en gardant ses principes, bien entendu. Le fils vous étonnera dans quelques mois, lorsque vous verrez de nouveaux cadres, des jeunes cadres, très compétents,
qui seront prêts à donner des solutions au peuple algérien. Mais soyez sereins, le fils, on ne peut pas travailler sans le fils et aussi sans les autres. C'est peut-être une réponse. C'est peut-être une réponse politique, mais j'y crois fermement. Le vrai débat, c'est comment trouver une solution pour les Algériens, pour la jeunesse algérienne et pour la femme algérienne. Merci Badr Dingervan, espérons vous revoir bientôt. Docteur Soufiane Djilali, une personnalité de cette conférence, donc un membre parmi vous, Hamrouche, pour le nommer de nouveau, appelle directement l'armée, et ce n'est pas la première fois, à intervenir pour rétablir, dit-il, un processus pour remettre de l'ordre dans une pagaille qu'elle a elle-même foutue dans certains de ses barons, où certains de ses barons nous ont mis. En fait, beaucoup de gens comprennent qu'il appelle l'armée à un coup de force, à chasser les gens qui ont en ce moment le pouvoir entre les mains. Qu'en pensez-vous personnellement, vous, et des déclarations de Hamrouche? Vous allez me dire que je n'ai qu'à lui poser la question, mais qu'en pensez-vous et de ce que vous pensez, vous, de l'attitude que devra être celle de l'armée? Écoutez, ça ne serait pas une surprise pour vous si je vous disais que lorsqu'on a été voir M. Hamrouche la première fois pour l'inviter à la conférence, nous en avions très longuement parlé. Et M. Hamrouche avec raison, parce que maintenant il ne s'agit pas de faire juste dans les grandes idées et les grands idéaux. Avec raison, il pense que l'armée a un rôle très important à jouer avant de pouvoir enfin se retirer et laisser un état de droit fonctionner tout à fait normalement. L'armée algérienne, comme chacun le sait, est historiquement à la base de l'État algérien. Ça, c'est l'histoire qu'il a voulu. Je ne pense pas que ça soit spécialement préconçu. Mais l'histoire de l'Algérie a été telle que l'État algérien est né à la suite d'une révolution armée. L'armée était un peu la colonne vertébrale de cet État. Mais que les choses ayant évolué, il faut changer également fondamentalement ce système. Bien sûr que l'armée aussi est impliquée dans la venue de M. Bouteflika, qu'elle a relativement imposé à la société, qu'elle a maintenu, gardé, etc. Et en fait, sa responsabilité est engagée dans ce qui se déroule aujourd'hui. Alors tout le monde sait que c'est avec l'armée que nous pourrons faire quelque chose à l'avenir. L'armée est une institution, peut-être la dernière qui reste, peut-être la dernière. Elle a été également entamée par M. Bouteflika qui a tout détruit. J'espère qu'elle a encore tous les ressorts qu'il faut. Et c'est avec elle qu'on pourra reconstruire. Parce que si l'armée devait elle-même subir un effondrement, je crois que le pays ne s'en sortirait pas et ça serait très très coûteux. Mais comment maintenant impliquer l'armée ou l'institution dans une phase de transition pour qu'elle puisse passer définitivement le relais sans l'entraîner dans d'autres complications, ni pour elle, ni pour le pays. Là, il y a toute une discussion à faire. M. Hamrouche a son idée. Je pense que beaucoup de ceux qui étaient présents hier avaient leur idée aussi. Il y a plusieurs questions extrêmement sensibles. Comment l'armée peut-elle se retirer une fois son devoir accompli de l'espace ou du champ politique? Comment cette question qui revient sans arrêt, les anciens qui dirigeaient le fils, peuvent-ils revenir à la vie politique et à la vie citoyenne sans remettre en cause de nouveau les équilibres fondamentaux du pays, sans surtout devenir un instrument d'anti-propagande de la part du pouvoir actuel? A échappé par exemple que M. Ouihia a invité autant Madani Mzrag que certains dirigeants du groupe de M. Ali Belhadj, parmi eux Boukhamkham par exemple, et que c'était fait dans l'intention sciemment de les retirer de l'opposition et de les mettre de leur côté. Ils ont même tenté de tendre la perche d'un retour du fils. Mais lorsqu'ils ont vu que les principaux dirigeants du fils étaient présents à la conférence nationale, cela ne leur a pas plu, bien entendu. Et M. Sellel s'est fendu d'une déclaration pour dire que le fils ne reviendra jamais. Et on s'attend à ce que le pouvoir
va essayer de faire peur aux Algériens en leur disant que l'opposition veut de nouveau nous ramener à 90, que les gens du FIS sont toujours les mêmes, qu'ils n'ont pas changé et qu'ils voudront venir même s'il le faut par la violence. C'est pour cela que moi je remercie tous ceux qui ont parlé au nom du FIS, qu'ils apportent les éléments de preuve, d'explication, de pédagogie, que le FIS a vécu sa période, son contexte historique, mais qu'eux n'ont pas l'intention d'ouvrir le passé, mais qu'au contraire, ils veulent contribuer à construire l'avenir. Merci. Très bon pour l'avenir du pays. Merci Sofiane Gilali. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne Magharibiya. Cette émission est terminée. J'imagine que le sujet est loin d'être entamé et que nous y reviendrons très certainement. Azul Villaoun, salam alaikum, au revoir.